Suojin Riku est un loser moyen qui passe toute sa journée à se faire battre et à fantasmer sur une fille qu'il ne peut même pas toucher. Même son jeu préféré est en arrêt et il sombre dans la dépression. Mais plus tard, il est révélé qu'il est le petit-fils d'un milliardaire tyran du jeu et la fille qu'il aime est maintenant destinée à devenir sa femme. Mais il y a un twist dans l'histoire, elle est enlevée par les ennemis de Suojin. Dans les dortoirs des filles, elles se réveillent après leur heure de coucher, parlent de fantômes et se trempent avec leur liquide fantomatique. Elles discutent ensuite du cimetière près de leur dortoir quand l'une d'entre elles commence à pleurer amèrement. Soudainement, les trois filles moches d'Ohio sont rencontrées par une douce fille de Dallas. Elle leur dit de dormir, sinon elles seraient jetées dans le toilette Skibidi. La fille aux cheveux roses nommée Ray s'assoit à la fenêtre pensant à des choses roses et gênantes. Mais notre fausse philosophe en herbe parle de combattre ses démons intérieurs. Elle voit l'esprit d'un enfant apparaître après avoir sniffé de la cocaïne, puis pense à faire des bruits étranges pour l'autre monde afin que tous les fantômes l'écoutent. Le cadran marque minuit et la lune est soudainement aussi rouge que mon scénario de crush volé. Soudainement, la terre se déchire pour révéler une pyramide égyptienne copiée. Des millions de fans de Taylor Swift naissent de la terre et ils avancent vers la pyramide pour voler le trésor, juste comme mon oncle qui a volé des cerises à mon 10e anniversaire. Ouais, mec, ils chantent aveuglément zéro car ils n'ont jamais eu de fille dans leur vie entière. Wansho, la chatte étrange et frappable, et son maître Riku Suojin se tiennent au sommet de la pyramide, prêts à être approchés par ces fans aveugles de Swift. Mais les fans de Swift deviennent des fans de Suojin et fuient pour tuer Suojin. Suojin sort ses billes et court en dessous pour nae ses anciennes fans et finit par gagner contre ces créatures sans cervelle. Il se tient ensuite au sommet d'un tas de ses adversaires, mais les archers tirent des flèches pour le faire tomber. Il sort son feu ding-dong et tranche les rangs restants, espérant insuffler quelque chose de bon dans les esprits des Swifties. Au milieu du combat, le scénario change car personne ne peut supporter ces filles blanches et nous avons un flashback de Suojin étant harcelé l'année précédente. Il était un garde-poumon inutile qui ne pouvait même pas nager pour sauver les gens. Les trois imbéciles lui demandent la mauvaise fille aux cheveux roses parce qu'ils veulent sa rose. Le blondinet Buffon jette son chat dans la piscine et Suojin court après le chat sachant qu'il mourrait sans perdre sa virginité. Il s'enfonce de plus en plus, se demandant s'il ne récupérera jamais le Gluck Gluck 3000. Après un blackout, Suojin ressort de l'eau et se trouve devant un autre loser wannabe, Ranshu, qui probablement utilisait sa bouche pour des rises quand il était ivre. Mais plus tard, Ranshu lui dit que Riku-Rei, la fille aux cheveux roses, l'a sauvé. Dans ce combat actuel, il combat avec toute sa force comme le seul fan de canaille contre cette armée de Swifties sans cervelle. Les destructeurs Gorlock ont également rejoint le combat, mais soudainement, Suojin se souvient que seuls canaille et Dieu peuvent le sauver de ces monstres. Alors il appelle des croix cachées dans la terre. Il se tient au sommet, pensant au passé et aux choses qu'il doit protéger avec son chat moche et attaque les Swifties avec son dernier coup. Pendant ce temps, Riku fait vivre ses rêves Shota dans ses rêves, rencontrant Suojin là-bas. Suojin rougit en imaginant à nouveau son retour pour équilibrer les choses. La scène bascule vers deux adolescents sur le point de patiner ensemble dans un cimetière. Suojin joue le rôle de Jésus et fait que les deux chrétiens hétérosexuels se souviennent du chemin de Dieu, les faisant fuir. Après avoir nettoyé sa salive et l'avoir jetée, il joue à son propre jeu Souls Knockoff créé par ces Américains obèses. Il s'assoit et prend fierté d'être appelé bien qu'équipement de merde, car Bro ne sait pas conquérir une fille dans la vraie vie, il gagne une e-fille dans le jeu. Il rencontre Riku dans le jeu mais son courant électrique s'éteint, et comme tout Indien qui paie ses factures, il grimpe une poteau pour voler un peu de courant. En grimpant, il essaie de voir si les filles font leur rituel pour obtenir du crème fraîche mais est pris en flagrant délit. Le lendemain, cette marque de dentelle encore douloureuse pour Suijin et comme tous les hommes d'Ohio, il commence à regarder les filles. À notre plus grande surprise, Riku est une de ses filles Twitch, streamant ses jeux avec toutes ses compétences. Papa, calme-toi. Ranshu apparaît de nulle part, lui rappelant qu'il ne peut jamais avoir cette fille de Manhattan, qui a probablement un OnlyFans, donc il ne doit pas commencer à écrire des poèmes pour elle. Suijin l'ignore tout en justifiant sa position. À son dortoir, Riku le manipule avec le message le plus ringard de sauver sa peau dans le jeu, donc elle veut simplement être amie avec lui, avec son scénario de plus de 20 ans, juste comme ils ont joué ensemble en ligne pendant des mois, dormi ensemble sur Discord, mais ne se sont jamais rencontrés en personne juste parce que ce monsieur Suijin est un loser timide qui ne peut rien faire de sa vie. Il ne peut même pas se plaindre à son père parce qu'il n'en a pas, mais tout ce qu'il fait, c'est regarder secrètement ses talents. Un jour, Dieu le rend son soldat le plus dur et arrête le jeu, mettant fin à ses nuits Discord avec son chat. D'un autre côté, le père de Riku, qui ressemble à cet homme âgé de Tekken et son frère perdu, dit qu'il va enfin libérer la première version de son jeu adoré, de sorte qu'il puisse traquer sa fille là-bas, surveillant chaque conversation étrange. À l'université, Suijin essaie de se noyer car il ne peut plus fantasmer sur la voix de Riku en ligne. Ranshu essaie de le remonter, lui disant qu'elle finira par lui prêter son scénario, mais il ne sait toujours pas quoi faire.
Il est effrayé qu'elle le jette comme le 35e boyfriend de Taylor Swift et écrit une chanson à ce sujet. La nuit, Riku est prête pour ses streams Twitch, elle a son costume pour que les Simpsons gagnent de l'argent. Elle se connecte au jeu et se demande si Swojin serait présent dans le jeu. Swojin court vers son endroit préféré et vole encore de l'électricité pour jouer son jeu, espérant entendre à nouveau sa voix. Dans le jeu, les deux amoureux se rencontrent enfin. Riku est tout excité pour passer leur dernier jour ensemble, mais Swojin réalise qu'il est juste son ami. À ce moment-là, il est juste heureux de pouvoir être avec elle. Bientôt, ils s'assoient ensemble où Riku exprime son désir de trouver une fleur appelée la fleur de chanson du soir. Swojin prend une potion chez Riku et accepte de partir avec elle pour leur dernière aventure. Dans l'excitation, elle tombe sur son petit simp. Swojin est heureux, mais il sait que les choses iront mal après. Dans le monde réel, la société technologique divine Godgrave annonce leur nouveau jeu Gravebuster. Parler d'un jeu stupide sur les fossoyeurs. Cependant, les mécaniques du jeu sont inspirées des vrais chercheurs d'or. Vous devez gagner de l'argent et devenir aussi fort que Joe Biden. Cette entreprise est folle de donner une console gratuite avec leur jeu pour de vrai. Leur knock-off PS5 ferait le tour, mais tout est dû à la succion de Monsieur Yuki, car sans lui, les choses ne seraient pas aussi bonnes. À son dortoir, Swojin se penche vers la voix de Riku, allongé sur son lit, se souvenant des bons vieux jours. Les jours passent et le jeu est finalement arrêté le jour maudit, tandis que Swojin est comme un loser désespéré qui ne pourra plus jamais entendre la voix de Riku. Dans le jeu, il est annoncé que les joueurs peuvent continuer avec leurs objets précédents dans le nouveau jeu. Tandis que tout le monde dit au revoir définitif à ce jeu, Monsieur Riku est en train de signer les droits définitifs du jeu avant que tout ne passe au prochain jeu, alors qu'une baddie aux cheveux rouges fait son apparition au siège du jeu. Espérons qu'elle nous donne un peu de service fan. À l'université, Swojin court avec des bouteilles de lait qu'il avait volées après avoir promis un avenir avec de nombreuses femmes moches, mais sa bicyclette défaillante le fait tomber dans la colline. À l'intérieur du jeu, son chat Discord attend qu'il arrive, mais Swojin est dans les tuyaux pour le moment. Sachant à quel point Swojin est un loser, elle entreprend seule dans un nouveau champ entièrement neuf avec des fleurs qui brillent, comme ceux des couvertures de scénario. Dieu! Cela me rappelle beaucoup nos Pico, la baddie aux cheveux rouges essaie de le séduire avec ses cerises, mais elle sort alors les grands moyens pour le taire définitivement. Dans le jeu, Riku ramasse ses fleurs pour sa nouvelle collection Futinari, mais sa joie est coupée quand un octopus attaque la ville pendant la fête. De l'autre côté, la baddie aux cheveux rouges est sur le point de faire le vieux timer, tirer une éjaculation en répétant constamment comment ouvrir un tombeau. Cependant, le vieux timer ne vient pas à bout, alors elle éclate sa tête au lieu de ça. Bien! Swojin arrive enfin à son ordinateur après avoir couru une marathon comme Joe Biden et rejoint le jeu. Tout ce qu'il voit autour de lui est du carnage et des corps de joueurs morts. Pendant ce temps, Riku combat ce gros monstre de chariot pour s'assurer qu'elle est la seule femme avec un grand scénario autour. Cependant, ses pouvoirs ne sont pas assez forts pour vaincre et ses vêtements sont volés par l'octopus. Suijin arrive finalement à ses côtés, mais c'est trop tard. Elle est triste de ne pas avoir trouvé la fleur de chanson du soir qu'elle avait tant vantée. Riku commence à remercier Swojin pour tout l'aide qu'il lui a donné. Cela le fait pleurer, juste comme je pleure chaque fois que quelqu'un joue Taylor Swift autour de moi. Ses larmes tombent sur la fleur que Riku tient et la fleur finit par fleurir enfin en la fleur du soir qu'elle voulait toujours voir. Avant qu'il puisse être heureux, l'octopus choisit Riku comme sa prochaine cible pour enfoncer ses tentacules en elle. Le cadran marque minuit et le jeu est finalement arrêté. Ce ne pouvait pas être plus traumatisant pour Swojin. Le lendemain matin, l'inimaginable Riku commence à caresser Wan Choi et offre sa gratitude à Swojin. Mais étant le loser qu'il est, il ne veut pas la remercier car il a assisté à la conclusion du scénario ultime hier soir dans le jeu. Alors qu'elle propose de jouer le nouveau jeu avec elle pour qu'il puisse se racheter une fois et la sauver là-bas. Le lendemain, les choses commencent à prendre une tournure étrange lorsque le père de Riku est trouvé mort après une séance de claques sérieuse avec la baddie aux cheveux rouges. À l'université, Swojin court comme un renard vers Riku après avoir découvert que son père est devenu victime d'une séance de préliminaire sérieuse au siège de l'entreprise de son père. Il arrive à la classe de Riku, mais son ami lui dit qu'elle est partie faire les papiers ainsi que participer au enterrement car son père a vraiment aimé elle et ne s'est jamais contenté de boire du lait comme mon père. Au enterrement, on dit qu'elle sera maintenant sous la dette de son père. Plus tard, lors des discours, un type qui ressemble à Trigun et qui est couvert de bleu parle de continuer son héritage tandis que la baddie aux cheveux rouges est près de donner un dernier baiser à le corps mort de Monsieur Riku. Pendant ce temps, Swojin regarde les nouvelles et réalise qu'il a vu Monsieur Riku quelque part dans son passé, mais ne peut pas mettre le doigt dessus. Le lendemain, Riku appelle Swojin pour une conversation personnelle ou peut-être pour un Glouk Glouk 3000. À la surprise de Swojin, elle apporte une boîte de console pour le nouveau jeu que son père a créé. Il y a une lettre où Monsieur Riku a spécifiquement alloué cette console à Swojin. Il touche la console sans consentement et elle enregistre ses empreintes digitales et oculaires. Riku lui dit ensuite qu'elle a vraiment été adoptée par Monsieur Riku car son père biologique est parti chercher du lait et ne s'est jamais rendu. Lorsque le nouveau jeu charge sur la console de Swojin, Riku est appelé dehors par quelques types de Texas agités.
Le jeu finit par charger et Suojin a un solde total de 10 milliards de yens affiché sur son écran. Soudainement, un message vocal commence à jouer où Monsieur Riku dit à Suojin qu'il est son grand-père et le père adoptif de Riku. Au siège de l'entreprise, le type qui a cogné Trigun et la baddie aux cheveux rouges parle de comment Monsieur Riku n'a laissé aucune information derrière pour ouvrir le tombeau. Il rencontre une nouvelle secte à la fin du tunnel avec un type en costume de chevalier noir, faisant un cosplay de Knight assis à l'auberge. À la maison de Suojin, le message vocal continue de lui dire que Monsieur Riku a laissé toute sa fortune à Suijin pour qu'ils puissent réaliser tous leurs fantasmes avec cet argent et se marier ensuite. Il lui dit que ses parents ont été tués quand elle était enfant et il l'a prise en charge pour la protéger. Les choses deviennent chaudes lorsque les deux types agités commencent à embêter Riku pour qu'elle révèle la dette que Monsieur Riku lui a laissée. Suojin voit cela et bondit immédiatement pour la protéger. Après les faibles menaces de Suojin contre les types de Texas, un Arnold knock-off commence à battre Suojin, mais Riku finit par accepter de les suivre et de réaliser leur fantasme jusqu'à ce que la dette soit payée. Suojin promet de payer la dette de 500 millions de yens de Riku et court vers sa console, seulement pour découvrir que son cerveau faible ne peut pas distinguer l'argent réel de celui du jeu. Il ne peut pas payer la dette avec de l'argent du jeu. Il commence à pleurer comme un loser lamentable une fois de plus, complètement brisé et impuissant. Riku crie dehors, la remerciant avant d'être emmené à Texas pour une séance de claques. Je pense que Taylor Swift a un concert à Texas. Les choses se calment dans la voiture une fois de plus, mais deviennent chaudes à nouveau avec des eaux usées et en violant toutes les lois de la physique comme dans un film indien, et ils suivent la voiture qui roule à 100 km/h sur son vélo. Ils rattrapent la voiture, mais les Texans ne sont pas idiots non plus, ils appliquent le frein, permettant à Suijin de prendre l'avantage, perdre l'équilibre et probablement tomber pour sa perte. Finalement, la protection du scénario pour sauver Riku s'active et les deux types sont battus par un blond nommé Silic. Suijin approche la voiture, Riku est dans les bras de Silicon tandis qu'il défie Suijin de montrer son visage dans Gravebusters pour la sauver. Ce message lui a été relégué par quelqu'un nommé Temujin. À la maison, des millions de choses affluent dans la tête de Suojin sur ce que le jeu est, ce qui est arrivé à Riku et finalement ce qu'il doit faire face à ces types. Juste alors, quelque chose de bizarre se produit. La console brille violemment et une femme épaisse sort de mes fantasmes sur Suojin dans la position la plus risquée. Elle l'appelle son maître et ils téléportent tous les deux dans le jeu Gravebusters à l'étape 34. Ils sont à nouveau dans une autre localisation copiée, cette fois une version fausse de l'Égypte. Suijin regarde autour et découvre que son serviteur, Twinstar, est inconscient, pensant à tout ce qu'elle voudrait faire alors. Elle change de forme et ses talons se transforment en deux chats Puffy. Pendant ce temps, sur cette même étape, un groupe étrange d'individus attend que le pillage commence. Du côté de Suojin, son serviteur est évanoui et Suojin ne peut plus les toucher. Soudainement, une pyramide noire apparaît faisant tout le monde chier ses pantalons. Un flashback d'une ancienne déesse s'installe qui a abandonné sa vie pour créer d'autres vies et a été enterrée dans un tombeau impérial. Elle a laissé derrière une grande puissance et c'est ainsi que l'univers a été créé selon l'histoire de ce monde. Du côté de Suijin, le monstre de sable étrange obscurcit le ciel et les serviteurs de Suijin apparaissent sur la console. La pyramide noire me fait penser aux Cotton Pickers de 1800 secondes car elle testera Suijin s'il est digne de devenir gardien du tombeau. Il est assigné à repousser les envahisseurs avec sa vie et à protéger la scène. Comme dit par le triangle noir illuminé, Suojin ne l'écoute même pas et part comme mon père faisait quand on lui demandait de rapporter du lait. Le triangle noir lui rappelle qu'il devra rester s'il veut sauver sa future femme Riku. Soudainement, un coup de feu vient de nulle part et presque atteint le triangle noir. C'est les trois psychopathes qui tentent de voler le gré. Il se trouve qu'ils travaillent ensemble à détruire Suojin, juste comme les filles qui ont détruit ma foi et mon amour. Suojin et la pyramide noire sont prêts à combattre les voleurs de tombeaux. La pyramide tire un rayon vert de son sommet pour invoquer mes fantasmes, une fois de plus. J'adore ce jeu pour de nombreuses raisons et les femmes avec de grands talents en font partie. Chacha, une femme chat avec de grands talents dans les vêtements les plus minimalistes, est invoquée cette fois-ci. Elle est heureuse de voir Suojin apparaître et lui donne un baiser direct. Pendant ce temps, il se souvient de son grand-père car le sceau sur ses souvenirs est enfin rompu. Il se trouve que son grand-père mort, qui a certainement été tué dans cette séance de claques, apparaît maintenant de cette pyramide noire. Riku, retenu dans une prison, se réveille seulement pour être confronté à une autre Lolita qui l'ordonne de changer de vêtements pour une purification. Yuki a enfin sa propre entrée bombastique avec des explosions partout. Juste alors, les deux femmes commencent à attaquer les gardiens du tombeau. La Lolita doit s'arrêter car sa batterie est faible après avoir dépensé tout son argent avec les Lolikin. Phoebe fait voler ses fourmis vers la pyramide pour l'attaque finale. Yuki dit à Suijin qu'il est le dernier sauveur de données du jeu alors qu'il court vers la pyramide pour se cacher. L'engin fabriqué par Yuki est une forteresse d'état de l'art et même les mauvaises voix de Taylor Swift ne peuvent pas créer de fissures dans celui-ci. L'attaque des lolis finit par briser la pyramide mais son ennemi ultime se lève de terre. Au fort croisé, la scène arrive enfin pour laquelle je
pardon, je veux dire celle pour laquelle j'étais attendu, Riku Rei en tenue de scénario. L'attaque sur le robot commence enfin en pleine force. Le robot est battu de tous côtés, mais ensuite, c'est le tour de Suojin et de son groupe de riposters. Le Kanaibot 34 sort quelque chose de gros. En arrière-plan, Yuki bavarde sur le combat qui se déroule depuis des millénaires entre les voleurs de tombeaux et les gardiens. Le coup de feu est tiré et semble détruire leurs ennemis seulement pour que le coup de feu soit réfléchi sur eux. Il manque de peu le robot tandis que le tireur russe est furieux car il a pissé ses culottes de cette attaque. Phoebe utilise une autre carte forte contre Suojin et l'hypnotise Shasta. Elle lance des as dans le ciel pour être attaquée un par un, réduisant son arsenal à rien. Suijin essaie de l'arrêter mais c'est trop tard. La forteresse canaille a finalement été percée par les Swifties. À l'intérieur du robot, les données sauvegardées de Yuki ont également été endommagées, causant son disparition dans l'au-delà pour l'enfer à cause de ce jeu si mauvais. Il lui dit à Suojin de protéger le tombeau car il est désormais le dernier des gardiens. Il pleure comme un loser une fois de plus et son écharpe Eren X Mikasa commence à briller pour la première fois. La protection du scénario finit par s'activer et Suojin a une mise à niveau inattendue. Il utilise son cerveau et élimine la petite Lowly de ses favoris fréquentables et envoie la belle grande raque de retour à ses abonnés favoris. Le tireur russe, avec ses culottes mouillées, essaie de battre Suojin, seulement pour pisser une dernière fois avant d'être nerfé. Plus tard, Shasta remercie Suojin pour être venu et sauver le tombeau. Elle l'embrasse en guise de remerciement, ce qui pourrait lui avoir donné un climax. Juste alors, une autre beauté avec de grands talents apparaît, Dieu. Cet anime va briser ma strict d'edging. Elle tire sur Suijin dans le cœur, chantant qu'elle est la dernière gardienne du tombeau. Au tour 35, l'équipe Rocket apparaît avec un autre creep qui ressemble et agit comme moi. Suojin se réveille finalement dans le monde réel avec sa blessure de balle guérie. Il reçoit un appel de Temujin disant qu'il l'attend dans Gravebuster. Il reçoit une photo de Riku dans la position la plus risquée. Les 4 antagonistes du tour 35 attendent une chance de frapper gros, mais leur chance est égale à Team Rocket. Cet anime est vraiment un knock-off de chaque anime jamais fait. Ils commencent à parler de leurs rêves et de l'argent qui est tout dans ce monde. Soudainement, une sirène rouge alerte à la bibliothèque de l'école. Suijin lit davantage sur le jeu quand Ranchu et une fille américaine apparaissent. La fille un peu forte qui semble ne manger que des Big Mac est aussi une grande gameuse. Dans le jeu, les 3 nouveaux aventuriers sont attirés par Phoebe grâce à son pouvoir. Ils acceptent d'aider Phoebe et Farine contre les monstres qu'elle a évoqués. Pendant ce temps, Suijin fait des recherches sur le jeu et découvre que quelqu'un nommé Tigre Sombre est l'actuel dirigeant. Sa manière d'obtenir le pouvoir est exactement celle des capitalistes, voler et conquérir sans scrupule. La fille qui ressemble à un Snorlax lui dit que Temujin est une mauvaise nouvelle, car il fera tout pour obtenir ce qu'il désire. Suijin a peur, imaginant qu'il pourrait manger Riku quand personne ne regarde. Dans le jeu, Temujin dit à Riku de se sentir chez elle, et si elle ne le fait pas, eh bien, il pourrait fouiller un peu partout avant qu'elle ne s'y résigne. Du côté de Phoebe et Farin, elles embrouillent vraiment les nouveaux aventuriers en mentionnant les choses les plus dingues. Je veux dire, qui ne voudrait pas voir une femme sexy se faire entièrement recouvrir de slime? Ce qui les pousse vers la mine, c'est que Phoebe y a laissé 3 millions de yens, juste pour piéger ses filles sans cervelle. Ils sont finalement piégés par le sniper russe et réalisent qu'ils ont été capturés comme des animaux de compagnie d'antan. Le nouveau se présente comme le Rousiburo doré, également connu sous le nom de loup sauvage. Dans le dortoir des filles, on dit à Suojin que Riku n'est pas revenu depuis des jours, ce à quoi il promet d'être son chevalier servant et de la ramener. Dans le lobby du jeu, les 4 idiots se réjouissent après leur dernier exploit, attaquer les amateurs de Big Mac et voler 1 million de yens afin de pouvoir enfin assister au concert de Taylor avec des places au premier rang. Phoebe lui dit bien d'arrêter de crier ça, sinon ils se feront agresser. Iwoo regarde un écossais complètement tabassé et s'approche de lui. Temujin, quant à lui, a fabriqué une nouvelle console pour Riku Rei. Plus tard, les 4 idiots piègent d'autres novices un peu partout. Bien qu'ils offrent l'argent eux-mêmes, il n'est pas d'accord et impose ses idées capitalistes aux nouveaux qui pourraient bien pleurer à chaudes larmes très bientôt. Tout à coup, la cage est ouverte par une balle et les captifs s'enfuient. Il s'avère que c'est la même femme qui a tiré sur Suojin avant qu'il ne soit déconnecté. Elle ressemble vraiment à la 3e femme du gars du jeu Monopoly. Presque instantanément, toute l'équipe commence à l'attaquer, la laissant sans issue, complètement encerclée, prête à être vaincue. Elle semble totalement impuissante, comme si elle avait creusé sa propre tombe, mais elle lâche son arme et piège toute l'équipe d'idiots à l'intérieur. Elle s'approche ensuite de Pressure Pêche, lui ordonnant de tout lui remettre, sauf son plot. Il pleure comme un bébé, lui offrant tous les objets rares et importants qu'il possède, avant de tout simuler et de la frapper avec son épée capitaliste qui vole l'argent. Son équipe a vu venir ce coup minable de la part de cet idiot, mais voilà le hic, ça ne vole que les joueurs avec moins de finances. Il est enseveli sous le poids de son tas d'argent et de pêche. Phoebe demande son nom à la femme, qui répond simplement qu'elle est la collectionneuse, celle qui tue les pilleurs de tombes pour le plaisir. Pressure Pêche est également tué, il ne reste que son plot d'apparence sale et tout le reste est pris.
De retour au dortoir, Swojin et Étoile Jumelle sont prêts à partir pour les Gravebusters depuis la chambre de Riku Ray. Je parie que Swojin a reniflé le plot de Riku pour se souvenir de son odeur. La collectionneuse s'enfuit avec Précieuse à ses trousses, car elle est désormais leur plus grande ennemie, sinon ils le regretteront plus tard. C'est l'heure d'une autre histoire. Nous avons une autre méchante rousse et un gamin tout droit sorti d'un Beyblade. Le gamin Beyblade lui promet qu'ils quitteront cette ville après avoir gagné de l'argent dans ce jeu. Le gars pense vraiment qu'ils vivent en Chine où jouer au jeu le rendrait riche. Plus tard, Riku Ray porte une armure de plot vraiment suspecte. Elle est présentée à de vieux hommes poilus qui lui donnent une nouvelle console. Elle est finalement accueillie dans le groupe de Temujin, les Totems. Au niveau 10 du jeu, la porte de bataille jumelle, des gens se sont rassemblés de partout dans le lobby. Taichi est refoulé et ne peut pas se permettre d'entrer dans l'arène. Alors il fait ce que toute personne censée ferait, devenir communiste et ensuite escalader les murs. Swojin apparaît avec son serviteur haut dans le ciel demandant à Taichi des informations sur Leiolong, l'organisateur de match. Mais ils ont finalement regardé le tournoi d'en haut sans débourser un seul centime. Étoile Jumelle dit à Swojin que dans les dirigeables, c'est Leiolong, ce vilain canard à l'allure étrange avec son monocle bizarre. Il annonce le match final entre le Viking Mammouth et le sniper russe, Iyuru. Le match commence, Phoebe et les humbles sont tous ennuyés et fatigués par les longs tirs qui ne servent à rien. La bataille débute entre les deux sorciers de glace de Clash Royale. L'un est un vrai mage, tandis que l'autre attaque comme un barbare sans cervelle. Le viking gelé traverse tous les sorts de glace de l'UE et accule le sniper russe. Le gars va se faire ramasser s'il ne réfléchit pas bien, mais finalement il attire le vieux dans son piège. Il ramasse tous les morceaux de glace brisés et y enferme le viking gelé, le congelant finalement à mort. Taichi, quant à lui, est interrogé sur le vainqueur, ce à quoi il répond que son chétif lui-même gagnera contre les brutes qui mangent de tels enfants au petit déjeuner. Swojin tombe sur Iwu, éliminant le gars qui avait presque gagné la finale. De l'autre côté, le petit Taichi chétif, qui atteint à peine mon genou, défie le géant mammouth qui mesure environ 7 Taichi. Taichi se souvient de son passé et veut gagner cette somme d'argent pour sa sœur, Maken. Son objet, le mémoire du paladin, l'aide à devenir plus fort sans combattre. Quel livre pathétique! Je parie que les campeurs de Fortnite adoreraient ça. Il prend une photo de sa sœur et l'arrange, mais je sais qu'il les utilise certainement quand elle n'est pas là. Elle ouvre son livre et y trouve tellement de photos que même Joe Goldberg en aurait honte. Mais un jour fatidique, les choses s'aggravent quand elle est hospitalisée. Nick ne peut pas faire grand-chose et Taichi non plus, car ils ne peuvent pas se permettre un hôpital coûteux. C'est pourquoi il est résolu à gagner pour sa sœur et à prolonger ses fantasmes. Il déchaîne ses pouvoirs seulement pour être mis KO d'un seul coup. Il s'avère que ses souvenirs disparaissent pour lui accorder du pouvoir. Cependant, Taichi, en bon perdant, ne bouge pas et utilise son marteau pour frapper le viking. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit d'époustouflant, Suigen tire sur sa cape. Cet enfant Superman est réduit en poussière avec une telle force. Finalement, Étoile Jumelle agit comme une diversion, car le viking est tout aussi pervers que vous. Son esprit est entièrement tourné vers son plot. Pendant ce temps, Swojin montre à Taichi que ce qu'il fait est juste mauvais pour lui. Tous ses souvenirs avec ses sœurs disparaîtraient de son mémoire et il ne pourrait plus climaxer s'il perdait le contenu de ce livre. Après une conversation avec Swojin, Taichi ne veut pas ça non plus. Alors maintenant, la bataille passe de Taichi contre le viking à Swojin contre le viking. Les choses s'animent vraiment pour une fois. Leiolong annonce, d'après ses statistiques, que Swojin n'est qu'un débutant et ne peut rien faire de valable. Cela met le viking en rage et il se précipite pour le battre. Il commence sa chaîne d'attaque contre Swojin l'une après l'autre, mais Swojin les esquive toutes, ne sachant pas quoi faire. Au moins ce n'est pas tout faux comme la WWE. Swojin est finalement pris dans son attaque de givre, tout comme mes yeux étaient rivés sur les talents de Riku Ray. Soudain, Étoile Jumelle fait irruption pour sauver son maître. Taichi voit sa sœur dans le visage d'Étoile Jumelle, Rose, fantasmant trop sur sa sœur. Elle rejoint enfin la bataille et le viking est entièrement prêt à l'affronter. Elle est prête à déchaîner sa vraie beauté sur lui. Allons-y, on pourrait avoir une révélation de plot. Mais les choses sont un peu anticlimatiques et Étoile Jumelle reprend sa forme originale de double chat. Le viking aime aussi, sans ironie, cette forme d'Étoile Jumelle. Taichi fait irruption pour sauver les chats de ce viking bizarre. Taichi rejoint la bataille, l'air tout puissant et majestueux comme s'il était le chevalier des chevaliers. Ro parle de protéger les femmes mais prend des photos gênantes de celles qu'il protège. Il se souvient de sa sœur et la protège à cet instant précis. Il finit par ressembler à un héros. Mais cela n'empêche pas le sale viking de l'attaquer et il tire sa charge sur le gamin. Étoile Jumelle retrouve sa forme féminine et remercie Taichi. Leiolong annonce qu'Étoile Jumelle est une bête de tombe humanoïde et de haut niveau de surcroît, sous le contrôle d'un débutant total. Les choses semblent vraiment louches pour les spectateurs. Étoile Jumelle s'envole et déchaîne sa nouvelle forme. Elle se transforme en dragon, plus précisément la bête de tombe de classe S, le dragon de jade à 2 têtes. Si vous me demandez, je la smash toujours sous cette forme. Le dragon commence maintenant à attaquer le viking et en un instant, l'attaque le recouvre d'une tanière de jade. Même cette gorge de dragon vaut le coup si vous êtes assez désespéré.
Le Viking est maintenant vaincu car il ne reste rien de son corps après cette simple attaque d'étoiles jumelles. Le match se termine enfin, Suojin et Taekshi sont les vainqueurs évidents. Taekshi fait ses adieux à Suojin et retourne auprès de sa sœur. Pendant ce temps, Étoile Jumelle appelle Suojin depuis sa console. Elle a perdu toute son énergie, c'est pourquoi elle n'a plus de plot. Elle dit à Suojin que l'argent du prix qu'il a donné à Taekshi était de l'argent réel, ce qui lui brise évidemment le cœur car on ne gagne pas tous les jours 10 millions de yens comme ça. Alors, que fait-il ici ? Pleurer et être découragé comme un perdant. Lei Yolong et son co-animateur discutent de Suojin et de la possibilité qu'il soit de mèche avec la collectionneuse. Pour eux, ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne tournent mal ou pour le plus grand bien. Suojin part par son portail vers un endroit inconnu. Suojin s'est maintenant aventuré dans un lieu rempli de fumée. Il est de nouveau rencontré par deux marginaux. L'un ne répond même pas. Le gars a probablement un complexe de supériorité. Tandis que l'autre, nommé Sho, est trop collant. Sho veut que tout le monde devienne allié car ce serait mieux pour eux. Ce marginal a l'air suspect, pourrait bien leur tourner le dos. Je n'aime déjà pas ce 4 Pas étonnant que le gars aux cheveux violets veuille rester à l'écart. Une lumière clignote et il rencontre une fille qui n'aurait pas semblé très différente sans ses vêtements. Elle se nomme Rin, mais pour moi, c'est une pâle copie de Bunny Girl Senpai. Elle emmène les 3 gars avec elle dans les montagnes isolées, probablement pour une session de gluck multiples ou pour leur enseigner les voies des montagnes et des tombes. L'endroit regorgé de trésors, mais tout a été volé par les pilleurs de tombes. Maintenant, il n'est infesté que par des singes des tunnels. La première bataille commence pour les apprentis. Les singes suivent le groupe, tous ont une arme appelée Buster Item. Chacun en a une unique, sauf Suojin qui ne veut pas révéler ce qu'il cache sous ses vêtements. Ils commencent à attaquer, mais en vain, ils doivent d'abord vaincre l'ancien à 3 qui est assis au sommet de la montagne. Le gars aux cheveux violets saute de son côté et frappe l'ancien avec son Buster Item. Finalement, il domine le vieux et le tabasse à mort. Sho se souvient avoir déjà vu cette attaque quelque part, mais ne sait plus où. Les singes attaquent de nouveau les 4, mais cette fois c'est futile. Voir Rin attaquer les singes excite Sho, alors il court vers elle avec ses anneaux hors de contrôle. La bataille est enfin terminée et Xia veut être commandée encore plus par Rin, mais voici le rebondissement. Ils doivent combattre Rin pour terminer le tour préliminaire et passer à la nouvelle étape. Sho atteindrait certainement le climax en entendant cela. Elle reconnaît Titan pour avoir invoqué son familier pendant son attaque, et il en va de même pour Suojin pour avoir esquivé les dagues lancées sur lui. Quant à Sho, n'en parlons pas, le gars était tellement obnubilé par la beauté de Rin qu'il a pris une dague en pleine tête. Maintenant, une fois que tout est terminé, elle veut voir ce que Suojin cache sous ses vêtements. Alors qu'elle demande à Suojin de montrer son Buster Item, Titan attaque de côté à l'insu de ses sens. Titan est un homme d'égalité et de justice. Le gars ne fait aucune distinction entre les genres et frappe tout le monde de la même manière. L'affrontement entre Rin et Titan commence enfin et ils se battent tous les deux comme si c'était Frieza contre Goku encore une fois. La Sho se souvient enfin avoir vu Titan dans les 3 plus grands tournois de jeux de combat virtuels du monde où il a tout gagné et a conservé son titre pendant 3 années consécutives. Il n'a même pas participé à un tournoi depuis 1 an. Et maintenant, toutes ces informations en ligne sont supprimées, tout comme mon historique de recherche sur le Hub. Un flashback montre le passé de Titan et comment il tenait le monde du jeu dans la paume de sa main, comme ces Coréens qui dominent chaque jeu sans rien faire. Donc après ses victoires, son père lui a offert un cadeau, un accord pour jouer à Graphbuster et y exceller. De retour dans le jeu, Titan ordonne à ses 2 camarades de l'aider, sinon ils n'iront pas loin. Sho, votre simple Discord moyen, ne peut tout simplement pas la combattre. Il ne peut penser qu'à elle en se touchant. Mais finalement, il retrouve sa détermination, tout comme Suijin. Il active son écharpe de corbeau avant de foncer tête baissée pour la combattre. Mais notre protagoniste perdant ne peut rien faire car il faut d'abord vaincre un ennemi pour utiliser l'écharpe. Pendant ce temps, le modérateur Discord utilise son pouvoir pour ne faire qu'un avec le vent et voler. Bien qu'il pèse 1 tonne, les choses le sont intenses entre Titan et Rin. Après l'avoir analysé avec son familier, il lui reste environ 15% de santé. Sha charge aussi Rin par derrière, espérant un backshot, mais elle lui enfonce une épée en plein dedans. Son serveur Discord ne va pas du tout aimer ça, je vous le dis. Même au moment de sa mort, il veut profiter de son plot avant d'être déconnecté définitivement. Après avoir compris la situation, Suojin dit à Titan que Rin est invincible et qu'ils sont comme des enfants face à John Cena. Titan l'attaque car à ses yeux, il est le seul invincible, mais les choses tournent de mal et l'épée est maintenant à sa gorge. Suijin, quant à lui, vole et trouve Farin qui contrôlait cette beauté depuis les ombres. Voyant son plot exposé, je veux dire ses mensonges révélés par Suojin, son familier perd sa forme et se transforme en ours en gélatine. Titan est furieux car cela blesse son ego et il frappe l'ours en gélatine avec sa peur gélatineuse. Titan et Suojin ont finalement réussi le cours pour débutants et reçoivent chacun une carte d'allié du système. Les cartes d'alliés leur permettront de former des groupes et de lire les données de chacun. Farin est curieuse de la véritable identité de Suojin et de sa force, mais Titan l'est aussi. Il n'a donc pas d'autre choix que de faire en sorte que Suojin se chie dessus et le dise lui-même.
Titan ne s'arrête pas là. Bien que le round soit terminé, il veut encore jouer un autre tour de Smash or Pass avec la Loli, avant qu'elle ne cède enfin. Le gars a un motif pour tuer tout le monde dans ce monde, et pour cela, il commencera par Suijin et Farin. Les deux s'enfuient finalement de cet asile de fous, ils se cachent dans un abri quelque part, Suijin étant indemne tandis que Farin ne peut pas attaquer à cause du temps de recharge de son arme. Étoile Jumelle appelle Suijin à nouveau, mais ses conversations de toxico le font éteindre l'appareil. Pendant ce temps, Suijin veut faire équipe avec Farin et parie que s'il bat Titan, ils feront équipe pour l'avenir. Aux yeux de Farin, il n'est rien de plus qu'un pervers. Ils font une promesse seulement pour être envahis par Titan. Suijin utilise sa capacité à employer le pouvoir de Sho et s'assimile au vent. La bataille commence enfin et Suijin se précipite ici et là, jouant à cache-cache à la vue de tous. Titan est absolument certain de ne pas être touché par une technique de loser, mais Suijin a d'autres plans. Il attaque d'en haut mais simule encore. Finalement, Suijin frappe la cuisse de Titan en simulant tout avec des illusions. Mon Dieu, il simule tout, exactement comme elle a simulé son amour pour moi. Le complexe du personnage principal de Titan se déclenche, même s'il n'est qu'un personnage secondaire dans cet animé. Il est persistant à ne pas perdre contre Swagen. Dans le passé, Titan avait vraiment des problèmes de comportement, même après avoir gagné des jeux et des tournois. Le gars ne supportait pas les critiques ou les blagues. Il faisait irruption pour se battre avec des gens ordinaires pour les choses les plus inutiles. Le gars n'a vraiment eu aucun développement de personnage en grandissant. Soudain, il dit à Suijin que l'argent résout tous les problèmes et qu'il résoudra aussi les siens avec de l'argent dans ce jeu. De retour au quartier général, le groupe précieux n'a pas l'air si précieux en ce moment. Leur habituel baratin de posséder le jeu pendant 1000 ans, abandonné par Tigre Sombre, est répété. Tigre Sombre dispose également d'une force de 16 membres très riches. Les forces précieuses se présentent devant Tigre Sombre. Ils sont tous prêts à conquérir Zéro. Une chose les tracasse pour l'instant, l'apparition d'un autre gardien de tombe, car ils les avaient tous détruits. Ils reçoivent l'ordre de Tigre Sombre de tuer quiconque se présente. De retour à l'affrontement entre Titan et Suijin, les choses s'échauffent encore plus. Titan investit 100 millions de plus dans son jeu comme si son père lui avait donné de l'argent de poche. Oh, attendez, peu importe, il est riche. Il démarre sa Ferrari chinoise, fonçant droit sur Suijin et Farin. Suijin est aussi serein que certains d'entre vous quand il s'agit de se préparer aux examens et il assure à Farin qu'ils iront bien. Il lui prend la main et tourne le dos à la voiture. La voiture de Titan n'était certainement pas faite en titane et nous avons un autre épisode de détruit en quelques secondes. Tout cela arrive simplement parce que la valeur nette de Suijin est bien supérieure à celle de Titan. Titan est finalement vaincu et les deux sont coincés dans une situation plutôt délicate. Espérons que Suijin ne devienne pas trop collant et désordonné avec Farin. Ils cherchent leur Seabase et ne peuvent pas l'atteindre, mais Farin finit par la saisir. Interrogée, elle dit à Suijin qu'elle peut recueillir des informations sur d'autres joueurs. Pour cette raison même, elle doit rejoindre son équipe et laisser tomber ses anciens amis. Avant que quoi que ce soit ne soit fait, ils sont attaqués par la collectionneuse. Farin est prête à le combattre. Mais Suijin doit absolument lui demander sa taille à des fins scientifiques. Farin l'arrête car l'aura de cette méchante n'est pas normale. Les joueurs habituels avec des armes de tombe divine n'ont qu'une seule aura, cette méchante du quartier en a 10. La méchante vise Suijin avec son sniper mais frappe délibérément Farin. La collectionneuse dit à Suijin que Farin sera hors jeu pendant 2 minutes et qu'elle veut un moment seul avec lui. Sur ce, elle lui tire instantanément quelque chose de collant au visage. La collectionneuse lui enfonce son plot dans la gorge, lui faisant sentir comment les gens le font de temps en temps. Elle lui dit que c'est sa clé principale pour sauver Rikurai. Elle lui parle de la captivité de Riku et lui dit aussi de se méfier de Temujin et du groupe Totem et de ne jamais croire leurs paroles. La collectionneuse abat un espion sur les falaises, puis s'en va. L'espion est indemne et suivait Suijin et Farin. Farin analyse ce nouveau venu et découvre qu'il est l'un des totems. Tout s'éclaire dans l'esprit de Suijin, le gars est lié à Temujin, il doit donc connaître Riku. Le gars veut vraiment tuer Suijin, mais son hibou-boîte l'arrête encore et encore. Suijin rattrape enfin ce marginal et ils se font face maintenant. Suijin surestime son pouvoir, mais ce nouveau venu ne lui souffle que de la poussière dans les yeux. Le gars est presque poignardé dans le dos, mais Farin intervient et l'empêche de finir en pain de mie. Monsieur Masque disparaît de nouveau, Suijin la remercie d'être venu à son aide et lui tapote la tête. Le gars bizarre commence alors une série d'attaques tranchantes sur les deux et projette Farin loin avant d'être attrapé par Suijin. Les deux réalisent donc qu'ils ont le numéro 32 écrit sur leur poignet. Suijin se jette sur lui et le numéro passe à 33 quand il est de nouveau tailladé. Farin conclut finalement que si vous êtes tailladé un certain nombre de fois, vous êtes forcé de vous déconnecter du jeu. Farin a aussi son 33e coup et avec Suijin, elle est contrainte d'abandonner également. Suijin est de retour dans sa chambre d'étudiant et ne peut pas se reconnecter avant 24 heures. Il reçoit un appel d'un Sam Soulek aux cheveux blancs qui le nargue, lui disant qu'il n'est pas son tout nouveau Discord Kitten. Il lui dit que Suijin est actuellement bien trop faible pour protéger Riku et qu'il doit absolument écouter ce type.
Alors il ordonne à Suijin de se rendre à l'étape 18, là où tous les joueurs ayant terminé les étapes précédentes se rassembleront et ils se prépareront pour l'étape 0. Il doit s'y rendre et trouver Nishikaze. Avant de lui donner plus de détails, Sam Sulek lui raccroche au nez, tout comme mon ex précédente l'a fait avec moi. Suojin commence alors à se remémorer le bon vieux temps, quand il jouait en solo au jeu original avec les objets et les armes les plus nuls. Mais malgré tout ça, il est vraiment très content de revoir Wang Choi. Le lendemain matin, Wang Choi appelle Suojin pour qu'il vienne voir ce qui se passe sur le campus, seulement pour voir Farhan faire son apparition. Tous les losers du campus sont en adoration devant elle, c'est fou. Suojin ne s'attendait vraiment pas à la voir apparaître de cette façon. Ils s'assoient tous les deux à la cafétéria. Elle a contacté Suojin uniquement grâce à ses liens en tant qu'instructrice de cours ici. Le Suojin loser ne peut pas faire grand chose, même s'il a eu beaucoup de chance dernièrement en matière de jolies filles. Suojin réalise qu'il est le mec cool dans le jeu, mais en réalité, il est juste un modérateur Discord moyen, sans aucune compétence en communication, un fardeau pour l'oxygène que nous respirons. Même la serveuse les réprimande pour qu'ils commandent donc quelque chose, sinon elle leur fourrerait des homards dans le pantalon, c'est dire. Farhan et Suojin demandent tous les deux un menu, et bon, comme pour un premier rendez-vous, Suojin devrait payer pour la dame. Mais cette dame n'est rien de moins qu'un véritable Godzilla quand il s'agit de dévorer tout ce qui se trouve sur son chemin, absolument tout. Elle commande littéralement tout du menu, sauf l'évier de la cuisine, et bon, Suojin a à peine assez de monnaie pour acheter quelques actions d'Elon Musk. Les 3 minables de cette journée à la piscine, où Suojin a failli se noyer, font leur apparition. Ils le narguent pour dîner dans un restaurant si cher. Voyant cela, Farhan intervient en disant qu'il est le leader des Grave Busters et qu'il a des millions de yens sur lui. La serveuse scanne sa console et la facture est payée avec ses pièces Shinryu comme par magie. Suojin emmène Farhan à sa chambre d'étudiant en soirée. Farhan s'enquiert de Rikure, mais il lui dit que ce n'est pas le moment de lui révéler quoi que ce soit. Ceci fait, ils se reconnectent au jeu, se retrouvant ainsi au festival de l'étape 18. Le festival se tient dans cette ville pour préparer l'étape 0, l'ultime confrontation. Actuellement, Suijin se souvient qu'il doit se renseigner sur Nishikaze. Les informations concernant les totems, qu'il avait absolument oublié de demander à Twinstar, lui sont finalement données par Farhan. Il sort son seulement pour que Twinstar apparaisse dans son mode Home Lufens. Twinstar commence à raconter les choses les plus gênantes que Suojin lui a faites, donnant ainsi à Farhan l'impression qu'il est un véritable sadique. Il commande de la nourriture dans un magasin délabré au hasard, parfait pour le pauvre petit Suojin. Soudain, il entend des rumeurs d'un autre joueur milliardaire apparaissant dans le jeu. Devant le café, des pingouins volants, la nouvelle source de pollution après le jet privé de Taylor Swift, lâchent des anneaux de transfert pour envoyer tout le monde à l'étape 0. Tout se passe selon le plan d'Aizen, je veux dire le plan de Dark Tiger, pour conquérir cette étape et faire détruire tous les autres par le boss de niveau. Les gardes de scène, qui ressemblent à ces fans de Taylor Swift d'avant, sont enfin de retour pour nous offrir de bons souvenirs. Suojin trouve aussi Dark Tiger assis au sommet de la pyramide à ce moment précis. Le propre toutou de Tiger tue tous les ennemis d'un seul coup. Puisque tous les gardes sont tués, la terre du boss de scène apparaît enfin, c'est incroyable. Il ne peut absolument pas être battu à cause de sa technique de régénération. D'autre part, Nishikaze trouve Suijin en utilisant ses pouvoirs. Nishikaze s'assoit presque sur son visage, ou du moins c'est ce que j'ai imaginé quand elle saute de loin pour rencontrer son nouveau mode Discord, c'est assez osé. Elle parle avec Suijin contre le boss Wu, tout en affichant le numéro 18 sur son œil gauche. Elle lui montre des images exclusives de Riku Ray trouvées sur son OnlyFans. Suojin crie au miroir en regardant Riku, exactement comme n'importe quel loser que l'on trouve dans la rue, c'est pathétique. Suojin lui promet absolument tout, comme tout homme marié le fait, avant de divorcer de sa femme pour une femme plus laide. Riku, sans vraiment comprendre ce qui se passe, continue ses petites bêtises, sans se douter de rien. Une fois qu'elle réalise qu'elle a la chance de parler avec Suijin, elle accourt. Cependant, leurs retrouvailles unilatérales sont de courte durée car Nishikaze veut tester la force de Suijin et de son objet de tombe divine sur le champ de bataille, c'est son objectif. Ses victimes ne peuvent trouver ni les ennemis ni le sang pour satisfaire ses exigences, alors il utilise son Bankai pour attaquer tous les joueurs aléatoires dans l'eau. Le fétichisme des insectes de ce gars se manifeste clairement avec ses attaques aléatoires de l'enfer, c'est flagrant. La légion de moustiques est invoquée et assèche absolument tout le monde. Chacun est transformé en gouttes de sang par les moustiques jusqu'à ce qu'Aslan trouve le One Piece. Tous ceux qui ont été transformés en gouttes sont ensuite absorbés par Aslan. Il montre sa déception quand il réalise que le sang qu'il cherche n'est pas parmi ses figurants. Aux côtés de Suijin et Nishikazu, elle est finalement convaincue que Suijin est celui qui détient le vrai pouvoir et qu'il est définitivement le personnage principal de cet anime sans aucun doute. Sentant quelque chose en Suijin, Aslan entre en contact avec lui. Il réalise que le sang qu'il cherchait est celui de Suijin et il pointe son arme sur l'étrange individu. Mais les choses prennent une tournure inattendue quand il donne à Suijin la clé de l'étape 0. S'il entre là, ses souvenirs se réveilleront, mais il doit d'abord passer une épreuve. Ce gars est plus un étudiant qu'un joueur, c'est clair. Aslan prend sa forme finale, Gorlock le destructeur de Twitch, un fruit du démon de One Piece apparaît dans l'estomac du monstre, et Suijin doit le récupérer pour retrouver ses souvenirs bloqués selon le plan de Rikuyuki. Nishikaze confirme que ce ne sont pas seulement ses souvenirs, mais plutôt ses origines qui sont bloquées. La bataille commence enfin avec la bête qui lance un coup de poing lourd sur Suijin. Une fois que la poussière retombe, une puissante lame de son écharpe rouge flottante est invoquée, c'est impressionnant. Il sectionne les bras de la bête et le jette comme ma petite sœur sans effort.
Aslan tombe dans l'étang du lac et absorbe encore plus de sang. Il ressemble à un enfant pour une fois, mais arrête le coup de grâce qui lui arrive avec son hacking de conquérant. Suojin réalise que cette lame ne suffira pas à le tuer car son armure est plus épaisse que ma peau quand j'écoute les plaintes de ma petite amie. Aslan fait pousser encore plus de bras, ressemblant à une autre copie de 4 bras de Benten, c'est flagrant. Aslan grandit encore et encore avec le sang des autres. Suojin doute de pouvoir gagner contre ce géant, il encaisse quelques attaques de plasma d'Aslan, puis lance une autre attaque qui est parée par Aslan, et à la fin, sa lame est fissurée par ce revers pur et simple. Suijin voit qu'il avait un lotus de sang sur lui. Aslan lui dit que pendant les 80 prochaines secondes, il va l'aspirer et une fois le temps écoulé, le sang jaillira de son corps et il mourra. La lame est finalement brisée et une brume épaisse en sort maintenant. Peut-être est-il vrai que les amis que nous nous sommes fait en chemin étaient de le vrai prix et non la merde dans ce jeu. La brume engloutit complètement tout le champ de bataille. Nishikaze commente que la principale capacité de cette épée n'était pas de couper mais quelque chose d'autre, de bien plus grand. Suijin ordonne à Aslan de déchaîner son attaque ultime, ce que ce monstre fait évidemment pour une raison quelconque. Il tente l'attaque mais encore une fois l'échec lui sourit. Cependant, le dragon est séparé d'Aslan, c'est étrange. Les autres se joignent pour maîtriser la bête, mais ils échouent encore et encore. L'attaque du dragon est enfin prête et elle frappe Suojin, mais d'une manière ou d'une autre, être le personnage principal l'empêche d'être tué encore une fois. L'attaque était si forte que ce gaz a perdu un morceau entier de sa veste avec elle, c'est dire. Suijin simule sa défaite dans la bataille, mais il a vaincu le monstre en utilisant le pouvoir de mon professeur de chimie. Il a pompé de l'oxygène dans le corps d'Aslan, rempli de fer et de sang, le faisant ainsi rouiller complètement. Les pouvoirs de régénération d'Aslan sont devenus sa plus grande faiblesse, c'est ironique. À ce stade, je suis juste mort cérébralement avec cette logique. Laissez-moi regarder Breaking Bad s'il vous plaît. En fin de compte, Aslan est victime d'un empoisonnement à l'oxygène, c'est la conclusion. Suijin veut demander une chose à son ennemi. Pourquoi aucun autre joueur de haut niveau, à part Dark Tiger, n'est apparu à cette étape auparavant? Il essaie de répondre de manière détournée, mais Suojin comprend que ces joueurs sont quelque part en train de se battre pour déterminer qui est le plus fort et se déconnecte du jeu pour l'instant, c'est la vérité. Tout le monde commence à parler de Suojin après sa démonstration de ses incroyables prouesses. Certaines filles tentent même de le recruter dans leur équipe. Cependant, Suojin reste impassible car il tient le fruit du démon dans sa main, concentré sur son objectif. Seule la récupération de ses souvenirs compte pour lui en ce moment, c'est sa priorité absolue. Suojin continue et se porte la poisse pendant sa conversation avec la bête mourante. Puisque n'importe qui d'assez fort aurait pu facilement vaincre un slam, Suojin se demande si c'était juste de la chance ou un autre facteur qui l'a aidé à vaincre la bête blindée. Suojin comprend que tout comme les Rizzlers du lycée, il est le joueur le plus détesté du jeu en ce moment. Avec cela, Suojin se dépêche vers l'étape 0. Soudain, l'organisation Silverback apparaît de nulle part, ordonnant à Suojin de leur donner le noyau, sinon ils s'en prendront à tout le monde comme si c'était le quartier local de New York, c'est une menace sérieuse. Aslan demande à Suijin de partir et d'aller rapidement à l'étape 0, mais il a marché sur. Je connais beaucoup de gens qui auraient payé pour que cela leur arrive, c'est certain. Les hommes de main commencent à importuner les autres joueurs tandis que leur chef demande à Nishikaze de rejoindre leur camp. Les Silverbacks ressemblent à des partisans républicains moyens, suivant les leçons de Karl Marx. Si vous ne pouvez pas les battre, faites-les se déconnecter. Suijin donne la tête d'Aslan à Farin et sa tête est plutôt rouge car ses fantasmes se réalisent juste en étant dans ses bras, c'est un moment fort. De l'autre côté, Suojin est finalement énervé contre ces babouins regroupés juste parce qu'ils ont joué sale et ont fait une attaque surprise en premier, mais l'ont manqué. Suojin essaie de se montrer en affichant sa richesse, c'est sa façon de réagir. Ce gars a presque 5 millions dans sa poche, ainsi qu'1 million de pièces Shinryu. Il ordonne ensuite à tous ses coéquipiers d'afficher leur richesse et tout le monde avait plus d'1 million de pièces. Tout cet argent a été définitivement gagné grâce à leur politique communiste, c'est une certitude. Et quand il s'agit de comparer les longueurs, le vainqueur évident ici est Suijin, sans aucun doute. Nishikaze en a marre de tout ce drame et téléporte instantanément son équipe au portail. Cela les mène directement à l'entrée de l'étape 0. Nishikaze informe Suijin que seul lui peut continuer à partir de là. Aslan demande à le rejoindre et commence à flotter, à la grande surprise de Farin. Aslan et Suijin entrent finalement dans l'étape 0. Tout l'espace est d'un blanc angélique remarquable, sans aucun bruit pour les déranger, c'est très paisible. Ils se retrouvent devant un arbre aux feuilles rouges, presque fanées. Aslan lui dit de manger leur noyau et il le fait. Soudain, tous ses souvenirs reviennent en force. Il se souvient être venu avec Yuki à cet arbre, avec Rikurei à l'intérieur de l'arbre, c'est un flashback. Yuki était le docteur Frankenstein avant le vrai Frankenstein et parlait toujours d'une cérémonie chaque fois qu'une jeune Rikurei apparaissait à l'écran. De l'autre côté, le chef babouin est projeté au loin, son visage laid étant exposé car son masque est ici et maintenant brisé, c'est une révélation. Il est contacté par son patron qui demande qui a tué le boss de scène. Retour au flashback, Yuki explique que les pouvoirs de Rei ne sont pas très différents de leurs propres pouvoirs et comment les parents de Rei ont été tués et maintenant ils ne peuvent pas arrêter la cérémonie pour offrir ses pouvoirs à la tombe. Ses pouvoirs seront offerts et elle deviendra une fille normale pour une fois, mais dans le processus, elle perdra ses souvenirs et ses pouvoirs seraient utilisés pour protéger cette tombe. Mais elle oubliera son passé à coup sûr. Rikurei tombe de l'arbre presque visqueuse et mouillée avant d'être rencontrée par un Suijin heureux qui se présente à elle, tout sourire.
écouter toutes ces conneries l'a fait s'évanouir encore une fois. Et maintenant, c'est au tour de Suojin de perdre ses souvenirs, et son grand-père a fait exactement cela. Avec son sang ancien et ses pouvoirs de gardien de tombe, Yuki a invoqué Aslan pour protéger les souvenirs de Suojin et les réveiller à nouveau quand le moment important viendra. Maintenant, dans le présent, Aslan s'assimile à Suijin pour lui accorder ses pouvoirs, et une notification circule disant qu'Aslan a finalement été vaincu. Les Silverbacks ont leur propre combat interne, le boss ne se souciant pas de l'aîné et il ne se soucie même pas si Suojin est un joueur milliardaire, c'est dire son arrogance. Il est en outre informé que Suojin se tient actuellement à la porte de l'étape 0. Et pour le chef babouin, il décide que tous ses ennemis doivent être détruits et il fait exactement cela. Il tire un coup de sniper à large zone, suffisant pour décimer tout le champ, c'est une attaque dévastatrice. De nulle part, Suojin apparaît et devant le Suojin maintenant monté de niveau, cette attaque n'est rien de plus qu'une piqûre, il absorbe l'attaque comme si de rien n'était. Il montre son nouvel équipement obtenu d'Aslan, l'armure sanglante, qui donne à ses PV un méga boost et en fait une somme combinée de tous les joueurs autour de lui, le rendant techniquement immortel, c'est incroyable. Le gars qui a tiré cette attaque apprend que son attaque n'a absolument rien fait, alors il se précipite sur le champ de bataille, sachant maintenant que son ennemi est en effet un gars très fort. Nishikaze dit finalement à Suojin qu'il est temps d'aller rencontrer son boss et aussi d'aller retrouver Rikurai. Il arrive enfin à lui parler à travers le miroir, ça ressemble à une imitation bon marché d'Alice de l'autre côté du miroir. Mais ils en parlent, et Suojin promet que tout sera normal, et après des jours d'activité anormale, ils pourront enfin vivre ensemble correctement comme un couple heureux dans la ville la plus triste de Detroit. C'est une belle promesse. Un gars dans sa chambre, probablement son masseur personnel, arrête son tir et lui dit qu'elle sera remise à Suojin s'il survit à l'étape 0, qui doit avoir lieu dans 5 jours. Suojin et Nishikaze ont un dernier objectif, vaincre absolument tous ceux qui viennent pour l'étape 0. Dark Tiger et compagnie se pissent dessus parce que les pouvoirs de Suojin sont bien au-delà de leur compréhension. Toute la guilde est mise de côté. Aux côtés de Suojin, Randing Yoku, le psychopathe qui a tiré ce coup énorme plus tôt, apparaît voulant combattre Suojin et s'il ne vient pas, il éliminera tout le monde dans la zone et pour cela, il a même invoqué ce gars Uzaru de Dragon Ball Z, c'est dire sa folie. Nishikaze veut que Suijin parte pour Riku, mais Suijin se souvient de son passé et bien. C'est le personnage principal, donc quelqu'un doit sauver le lot de personnages anonymes dont nous ne nous soucions pas, n'est-ce pas? Suijin s'enfuit du portail de Nishikaze et saute dans la bataille, mais c'est une grave erreur. L'attaque du babouin aurait pu être fatale pour Suijin si le gars masqué, apparu plus tôt dans la série, n'était pas apparu comme une armure scénaristique et n'avait pas sauvé Suijin. Nishikaze dit qu'il est Kitakaze des totems et qu'il est l'un des 8 gardes impériaux, c'est une aide précieuse. Soudain, Kitakaze est devenu plus gentil envers Suijin et le soigne avec de la magie. C'est aussi l'un des principaux guérisseurs de ce jeu, parlons de prendre le rang inutile de guérisseur dans ce jeu, c'est un comble. Le babouin est excité de combattre Kitakaze et Suijin à la fois. Kitakaze devient le premier ennemi du babouin et ils s'affrontent. Il porte des coups indirects au babouin encore et encore, mais le babouin n'est pas un adversaire facile non plus. Avec son attaque finale, il semble que Kitakaze soit fini, mais un sorcier de glace de Clash Royale apparaît et le sauve juste à temps. Ce faux Uzaru de Dragon Ball Z est également maîtrisé et est finalement abattu par votre amateur de thé moyen de Chine. Randing Yoku se vante devant toute la flotte de totems qu'il est le plus proche d'un joueur milliardaire et que personne ne peut l'approcher, c'est son credo. Bien qu'il ait essayé de voler le statut de Dark Tiger une fois, le babouin quitte ses méthodes traditionnelles et devient américain. Il sort une mitrailleuse et commence à tirer sur les cibles sans méfiance. Même le sorcier de glace pourrait devoir appeler plus de renforts de Clash of Clans, c'est dire la situation. Les murs de glace cèdent et les choses s'annoncent très mal, mais un autre mur de bois se lève à nouveau. Au milieu de tout cela, quand tout le monde est aux portes de la mort, ils commencent à discuter de la raison pour laquelle Randing Yoku n'est toujours pas un joueur milliardaire. Beck révèle qu'il faut atteindre un point critique avant de le devenir. On peut gagner des titres avec leur quête et différents statuts dans ce jeu, c'est un système complexe. Kitakaze a fabriqué plus de 10 000 potions et est devenu médecin. C'est toujours beaucoup plus facile que votre doctorat moyen, c'est certain, et de même, tout le monde a obtenu ces titres avec des manigances aléatoires qu'ils ont faites. Depuis le début, Randing Yoku a été un joueur vraiment assoiffé de tout, absolument tout. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre le rang, éliminant les joueurs de haut rang et les joueurs millionnaires de la même manière. Alors, il a essayé de défier Dark Tiger. Quel dommage, j'aurais aimé voir ce singe psychotique gagner pour une fois vraiment de la forteresse. À l'intérieur de la forteresse, il jacasse sur le titre et d'autres choses. Le temps de recharge de 3 minutes est terminé et le babouin a ramassé son arme pour montrer son héritage. C'est un moment clé. Les balles sont plus fortes et frappent de plus fort cette fois, même Nishikaze est abattu. Et pour une raison quelconque, les yeux de Suojin brillent comme Lelouch de Code Geass, une autre copie, c'est évident. Randing Yoku arrête son tir seulement pour réaliser qu'aucun des joueurs ne s'est déconnecté. Suojin explique à tout le monde qu'il utilise le pouvoir de Saturne pour analyser chaque détail de toutes les personnes présentes, absolument toutes, et le pouvoir spécifique de Saturne est de renforcer quelque chose qui se cache dans l'obscurité. Cela lui donne le pouvoir de faire exploser son ombre et d'aller dans n'importe quelle direction à la fois.
Le babouin radote toujours sur le fait de combattre les joueurs et comment toutes ces balles sont des bombes qui vont exploser à tout moment, mais Nishikaze interfère et lui promet une bataille avec Temujin s'il se tait juste une minute, c'est une bonne tactique. Le babouin revient finalement à la raison avec des yeux rêveurs, pensant que vaincre Temujin lui donnerait finalement le rang d'étoile solitaire. Le groupe a finalement atteint la forteresse de Temujin dans les totems, attendant leur dernière expédition dans le jeu pour récupérer Rikurai. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu, c'est important.